Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. À la une de ce journal, une note triste. L'insouciance et l'imprudence ont fait des victimes sur l'axe Douala-Yaoundé. 5 morts ont été enregistrés en moins de 24 heures non loin de la ville d'Edeya. Eh bien, c'est dire que l'insécurité routière continue dans ses ravages meurtriers avec cette vitesse pour cause. Nos reporters ont couvert ces accidents mortels. Ils se sont également rendus à l'hôpital régional d'Edeya où les blessés sont sous soins intensifs. Les images dans ce journal. Et puis, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, rencontre la presse aux journalistes. Le MINCOM a expliqué la portée du prix de l'Union panafricaine des avocats que le président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, a reçu des mains de Thabo Mbeki, ancien président de la République sud-africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus et bienvenue à cette édition du journal, édition de Week-end sur Canal 2 International, au moment où la gendarmerie donne des pieds et des mains pour limiter, juguler les accidents dramatiques de la circulation sur nos axes routiers. Certains automobilistes insouciants et imprudents continuent de rouler n'importe comment et c'est ainsi que 5 personnes ont trouvé la mort en moins de 24 heures sur l'axe Douala-Yaoundé, non loin de la ville d'Edeya. Nos reporters sont donc descendus sur place. Voici les images que nous vous présentons. L'hôpital régional d'Edeya grouillait de monde en cette nuit du 6 juin 2014. Même les autorités de la ville se sont déportées sur les lieux pour voir et identifier les victimes de cet accident qui se passe 1 heure plus tôt sur l'axe Douala-Yaoundé à 25 km de la ville d'Edeya, où un car IAS sortant de Douala percute de plein fouet une semi-remorque en panne stationnée sur la chaussée, laissant sur le carreau 4 morts et des blessés graves. Au même instant, d'autres victimes d'accidents de poumon et Bertois ont été internés dans les locaux de l'hôpital régional d'Edeya, parmi lesquels un mort. Au total, 3 accidents graves enregistrés cette nuit à Edeya, causant 5 morts et plusieurs blessés. Et la gendarmerie nationale qui continue justement sa campagne de sensibilisation avec la descente sur nos corridors, justement sur l'axe Douala-Yaoundé et non loin d'Edeya. Une campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la sécurité et des actions justement portées par la gendarmerie pour donc limiter les accidents sur la route. Et le général de brigade Daniel Elokobi a donc effectué une descente sur nos corridors, sur l'axe Douala-Yaoundé. Voici le reportage que Robert Charles Itok nous propose actuellement. Ce véhicule de marque XX BMW vient d'être flashé par le radar à 186 km/h sur une voie marquée 110 km/h au maximum. Conscient de son infraction, le conducteur tente de donner des explications. On m'a appelé de Yaoundé me disant que mon épouse est très malade, elle fait une crise d'hypertension. Elle a souvent l'hypertension. Si, donc ça veut dire que ce n'est pas une urgence. Non, ça c'est une urgence, mon général. Vous devez partir depuis le matin pour aller l'assister. Non, on m'a appelé, il était quelle heure? Je ne savais pas à quelle heure on m'a appelé. Et si vous n'arrivez pas... Comme lui, le propriétaire de ce véhicule de marque Toyota rouge, lieutenant de vaisseau dans l'armée marine camerounaise, est flashé pour excès de vitesse, 140 km/h. Comme le premier, un cas de maladie serait la raison. Plusieurs sont les conducteurs soumis à la COTES. Como, chauffeur de bus interurbain, conseille. Il faut bien se reposer avant de conduire, surtout les chauffeurs camions, parce qu'ils conduisent en brousse seule, sans que quelque chose les gêne. Donc c'est la fatigue, le sommeil. Peut-être parfois les patrons les obligent à faire beaucoup de tours pour avoir gagné quelque chose. L'action répressive effectuée par la gendarmerie nationale sous la houlette du général de brigade Daniel Elokobi, directeur central et de coordination de la gendarmerie nationale, qu'accompagnait le point focal national de la prévention routière, le lieutenant-colonel Henri Dinda et le colonel Robert Pilot, commandant de la 2e région de gendarmerie, permet de dresser un constat. Nous avons surtout observé de l'autre côté l'excès de vitesse, le non-port de ceinture, et aussi on a constaté qu'il y a beaucoup de camions qui ont les roues usées. C'est les premières infractions qu'on a observées qui se répètent, surtout l'excès de vitesse. À l'occasion des circonstances de l'accident de la veille sur l'axe lourd Edeya-Douala, camion qui a garé et sans signalisation et un petit véhicule qui fait le transport est entré dans le camion. Et il y a eu 3 morts au lieu de 16 morts. La prévention routière menée par la gendarmerie nationale vise à réduire au maximum, voire de manière insignifiante, les accidents routiers et amener les usagers de la route à observer des comportements civiques et citoyens sur nos différents axes routiers.
Merci Robert Charlie Toc. Parlons de tout à fait autre chose maintenant. Au chapitre des grandes réalisations chères au président de la République figure en bonne place la pénétrante S de la ville de Douala. Il y a 30 ans que le projet de construction dure, eh bien, il a effectivement commencé. Et notre reporter Monique Naoussi nous dit à quel point cette route porte donc un symbole très très important. Regardons. La pénétrante Est de Douala est la principale vitrine de la capitale économique du Cameroun. Partir de l'aéroport ou du port, c'est la principale voie routière, sinon la seule pour rallier Yaoundé, la capitale politique. Cet axe stratégique s'est illustré ces dernières années par des bouchons interminables. Cet axe a 2 voies seulement et dessert non seulement la zone dite de village fortement peuplée, mais aussi les voyageurs et motos tels une essaim d'abeilles. La viabilisation de la pénétrante Est de la ville de Douala sera bénéfique pour les pays d'Afrique centrale. Le Cameroun détenant le statut de mamelle nourricière de ses pays voisins et son privilège d'accès à la mer. La pénétrante Est est jusqu'ici la seule voie d'acheminement des marchandises. Des heures interminables passées dans les bouchons du fait de l'étroitesse de la chaussée constituent des pertes pour les différentes transactions et cultivent le stress pour les passagers. Time is the money, dit un adage français. Ce chantier qui chute sur le pont de la Dibamba est un maillon fort des grandes réalisations du renouveau. Et sa particularité peut se lire à travers les descentes récurrentes des autorités administratives. On citera le délégué du gouvernement, le ministre des Transports et cette fois le ministre des Travaux publics. Là où la route passe, le développement suit. La réhabilitation de la pénétrante Est favorisera, à n'en point douter, le business des camionneurs, l'amortissement du stress et surtout redorera l'image de cette zone dite village. De Monique Naoussi, on en vient maintenant à parler de la secte Boko Haram pour dire que le lamido de Garoua, Ali Mayatou, organise une croisade contre la secte islamiste. Eh bien, Sa Majesté Alim Garga a réuni donc dans son lamida les 435 chefs que compte justement cet espace pour leur demander de barrer la route contre l'avancée justement de la secte Boko Haram. Et il est allé plus loin en disant justement que le maintien de la paix au Cameroun constitue pour les chefs traditionnels une mission majeure. Julio Trésor-Tanon. Faisant suite au passage des élites de la région du Nord le week-end dernier à Garoua, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, l'amido de Garoua, a réuni ici dans son lamida tous les chefs de 3e degré ainsi que leurs imams pour leur restituer les différentes résolutions prises en vue de mener une lutte sans merci à la secte Boko Haram. J'ai réuni ces gens-là, j'ai réuni tout mon staff, les chefs traditionnels du premier, de Garoua 1er, Garoua 2e, Garoua 3e et au-delà de l'Abdou de Bidoua et de Bayourna, pour leur dire que cette déclaration des chefs de l'État nous engage tous. Nous engage physiquement, personnellement et moralement. Et que c'est de notre devoir de sauvegarder déjà la patrie, de sauvegarder notre dignité d'homme et de montrer notre patriotisme total. C'est pour lui un rappel à ses chefs, car le maintien de la paix est leur mission première. Ils sont venus des arrondissements de Pitoa, Lakdo, Mayo-Ourna, Garoua 1, 2 et 3 pour recevoir les consignes du chef. Et c'est aussi une occasion pour le lamido, président des chefs traditionnels du Cameroun, de demander à d'autres chefs du terroir de tout mettre en jeu pour juguler cette nébuleuse qu'est Boko Haram. Il n'est pas admissible que les gens venant de l'extérieur puissent nous imposer quoi que ce soit. Ni sur le plan religieux, ils n'ont rien à nous apprendre en matière de l'islam. Et nous n'ont rien à apprendre en matière de notre sécurité personnelle. Donc, cette réunion a objet principal de rappeler à Medjoro leur rôle, leur responsabilité sociale, leur responsabilité politique au sein de l'habitat de Garoua. Je crois qu'ils ont compris le message, ce que nous faisions déjà bien avant. Alim Ayatou a profité de cette rencontre pour dire à ses chefs traditionnels qu'ils sont désormais salariés, par conséquent, membres de l'administration et n'ont pas droit à l'erreur. Le délégué général à la Sûreté nationale a séjourné dans la région du sud-ouest. Barganguélé s'est rendu au centre d'instruction de Moutinguéné pour observer l'état d'avancement de la formation
des nouveaux élèves policiers dans cette école de police. Plus de détails avec Inès Daniel Sob. Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'une meute, c'est une simulation d'un cas réel de trouble à l'ordre public. La police démontre comment elle maîtrise une foule de manifestants hostiles. Nous sommes au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene. Le délégué général à la Sûreté nationale est venu s'enquérir de l'effectivité de la formation militaire et policière des élèves gardiens de la paix et inspecteurs de police. Après 2 années passées dans ce moule des agents de la police pour les uns, notamment les élèves gardiens de la paix, et 6 mois pour les autres, à savoir les stagiaires anciens gardiens de la paix principaux et accédé au cadre d'inspecteurs de police, ils sont désormais aptes à remplir efficacement les missions qui leur seront assignées sur le terrain. Démonstration de leur savoir-faire, on monte et on démonte les armes et les yeux bandés. Plus loin, les techniques de self-defense sont servies au public. Vous avez 10 parcours de combattants, ça se passe ici. Et n'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'une fiction faite de trucages et d'autres effets spéciaux. C'est la réalité. Les obstacles sont surmontés par les commandos en un temps record. Échelle des rails, tête de girafe, trou du fort ou le mur d'assaut, table irlandaise, etc. Le centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene, qui vient ainsi de former ses futurs fonctionnaires de la Sûreté nationale, s'enrichit de nouveaux bâtiments. La visite des chantiers du campus du SIAP est effectuée par le DGSN Martin Bagangele, qu'accompagne le gouverneur Okalia Bilay. 6 salles de classe, des bureaux, une bibliothèque, autant d'infrastructures qui viennent démontrer la vocation sous-régionale de ce centre d'instruction qui a formé ce jour 15 gardiens de la paix de nationalité équato-guinéenne. Le chef supérieur du SODICO prime l'excellence scolaire et à ce sujet, il a organisé une cérémonie pour récompenser les élèves qui se sont illustrés par des meilleurs résultats tout au long de l'année académique en cours. Robert Charlitoc et Victoire Senghé ont couvert cet événement majeur. Plus de 3000 élèves de New-Bel-Douala gratifiés de fournitures pour la prochaine rentrée scolaire. Ce sont les meilleurs recensés parmi les 48 écoles primaires, privées et publiques que compte le dit arrondissement. C'est le fruit de la cérémonie de l'excellence scolaire initiée par Madame le maire, Maître Denise Fampou. Les heureux bénéficiaires lui sont grés. Je dis merci à Madame le maire. Les cahiers sont importants pour apprendre. Ça peut m'aider à écrire. Ça peut m'aider à dessiner. Ça serait important à me faire passer en classe supérieure. À me faire écrire et retenir mes leçons. Rendue à sa 7e édition, la cérémonie de l'excellence scolaire est désormais une tradition à la mairie de Douala 2e. Pour ceux qui ont cru à la première année qu'il s'agissait d'une propagande électorale, je pense que cette année, on ne peut plus parler de propagande électorale. C'est une mission que nous avons pérennisée, c'est une action pérennisée au niveau de notre commune et nous voulons que chaque année, que nos meilleurs enfants soient primés. Cette initiative, de l'avis de la promotrice, stipule chez les enfants l'effort scolaire. Cela fait partie des retombées du processus de la décentralisation. Tout le monde travaille très bien. Alors si nous disons qu'on prenait les 16, il y a des classes où vraiment vous avez 10 enfants qui ont 17 de moyenne. Donc nous avons dit, nous donnons 10 par niveau pour pouvoir départager les uns et les autres. Cette œuvre sociale s'inscrit dans la longue chaîne constituée de l'arbre de Noël, le paquet minimum, la fête des mères et des femmes, et dans un futur proche, le concours des meilleurs enseignants du primaire sera effectif dans l'arrondissement de Douala 2e. Le reporter Modigna aussi, le reportage cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'arrondissement de Douala 2e, organisé par Maître Denise Fampou, maire de cette municipalité. Nous passons immédiatement à un autre sujet majeur avec le président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, qui a reçu des mains de Thabo Mbeki, ancien président de la République sud-africaine, le prix de l'Union panafricaine des avocats. Et le ministre de la Communication camerounaise, Issa Tiroma Bakari, a rencontré les journalistes aujourd'hui à Yaoundé pour leur expliquer justement la portée de ce prix de récompense qui honore non seulement le président de la République, son Excellence Paul Biya, mais surtout le Cameroun. Le reportage de Javis Nana.
Le président de la République a reçu un prix de l'Union panafricaine des avocats. Décerné depuis 2009, c'est ce vendredi 6 juin 2014 que Paul Biya l'a officiellement touché du doigt au Palais de l'Unité. Pour garder une suite logique à cet événement, le ministre de la Communication a réuni la presse ce samedi à Yaoundé, question d'expliquer la portée de ce trophée. L'attribution de cette prestigieuse distinction constitue, vous vous en doutez certainement, un honneur et une reconnaissance bien méritée pour le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et au-delà pour la nation camerounaise tout entière. C'est donc avec une satisfaction légitime que le peuple camerounais accueille la récompense ainsi faite à son illustre chef, dont la constance de l'engagement pour les idéaux de paix et de résolution pacifique des conflits n'échappe plus à personne. Déferlante médiatique ce samedi au ministère de la Communication. L'ordinaire des lieux, le ministre Issa Chiroma Bakari, a rappelé que la démarche qui a abouti à la remise de cette attribution rentre dans les habitudes d'un homme d'État conciliant, ouvert au dialogue et épris d'équité. Dans cette posture, l'Union africaine a joué un rôle déterminant. Cette grande leçon de maturité et de sagesse qui honore toute l'Afrique et qui a préservé le continent d'une guerre fratricide aux conséquences incalculables. De même, l'Union africaine a exprimé le vœu que la communauté internationale reconnaisse cet événement comme un haut fait digne d'éloge et une contribution significative de l'Afrique à la sauvegarde de la paix mondiale. Les avocats africains repartent de Yaoundé satisfaits de la tenue de leurs travaux. Le patron de la communication, Issa Chiroma Bakari, quant à lui, a rappelé que l'actualité liée à la secte islamiste Boko Haram est une occasion qui pourrait refaire parler du chef de l'État Paul Biya dans son rôle d'acteur majeur de la paix en Afrique. Les commerçants des différents espaces marchands de la ville de Douala éprouvent d'énormes difficultés. Et non seulement il leur est difficile d'accéder à leur boutique, mais aussi d'écouler leurs marchandises. Notre reporter, lui, Roger Noadieu, et le caméraman Jack Simon nous expliquent, nous montrent l'ampleur de la situation. Les espaces marchands de la capitale économique Douala ont, à quelques exceptions près, les mêmes difficultés. Pas de voies d'accès, et quand bien même elles existent, ces voies sont prises d'assaut par des vendeurs à la sauvette et autres marchands ambulants qui empêchent les commerçants qui ont des comptoirs à l'intérieur du marché de réaliser des bonnes affaires. En ce qui concerne les sauveteurs du marché Mbopi, ils sont dans la voie publique. Mais c'est le gouvernement qui doit connaître comment il va aménager d'autres places pour les classer. D'autant plus que si on se met seulement à les chasser, ils vont aller où? La première difficulté pour le marché de Bonamou, c'est d'abord les voies d'accès à l'intérieur du marché lui-même. La deuxième difficulté, c'est l'insécurité grandissante parce que le marché est pratiquement en face des immeubles et entre les immeubles et le marché, il y a une zone de no man's land où nous retrouvons pratiquement tout ce qui est comme délinquants. À ces difficultés, il faut y ajouter les frais de location mensuels ou annuels des boutiques, ainsi que les taxes et autres impôts supplémentaires que ces commerçants doivent payer dans la douleur. Le marché Bonamou, ça n'est pas un marché. Le marché Moussa, quand dépasse le marché Bonamou, ça dit tout est moins cher ici. On n'achète rien à un bon prix. Si une marchandise déborde déjà 100 francs, vous ne pouvez plus rien. Donc nous sommes déjà dépassés pour ce rythme du marché. L'insécurité et la promiscuité dans ces marchés sont à mettre au rang des difficultés rencontrées par ces commerçants. Toujours avec vous, le plan d'exploitation de la Cameroon Airline Corporation, Camerco, a été perturbé ce week-end dernier à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. C'est à Paris en France. Eh bien, une perturbation que le directeur général explique au micro de nos reporters. Un Boeing 737-700 de Camerco a été injustement immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle ce samedi 7 juin. Un coup dur pour la compagnie et la clientèle que le directeur général Frédéric Boto-Edimo n'arrive pas toujours à comprendre au moment où un protocole d'accord entre Camerco et le propriétaire de l'aéronef Aviation Capital Group est en cours. Nous avons un de nos aéronefs, un Boeing 737-700
le Kisebe, qui ce matin a été arrêté d'exploiter à la suite d'un document du chef de justice qui nous a été servi par la police, ce qui est un peu rare, par la police de l'aéroport et par un huissier qui est arrivé après. Dans la célérité de l'urgence, le directeur général, son adjoint ainsi que ses proches collaborateurs se sont aussitôt retrouvés pour envisager ensemble les stratégies efficientes pour lever dans l'immédiat cette saisie. Je suis en train de préparer un paiement qui n'était pas prévu parce qu'on aurait pu nous dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord de ceci, payer avant qu'on engage la procédure. Mais qu'eux, ils disent que payer avant les procédures, on trouve que ce n'était pas normal. Deuxième décision, prendre rapidement en charge des passagers en mettant à leur disposition un autre avion. Par rapport aux passagers, nous avons saisi notre partenaire qui est en train de signer avec nous une interligne, SN Bruxelles, de transporter nos passagers de Camerco à SN Bruxelles. Pour celles et ceux qui partiront demain, ils sont sécurisés parce qu'ils seront transportés par SN Bruxelles. Ceux qui sont à Paris, actuellement, ils sont à l'hôtel et demain, ils seront transportés par SN Bruxelles. On s'excuse du désagrément. Cette perturbation de l'exploitation intervient au moment où les toits du Cameroun illuminent le ciel avec des performances records qui ne font qu'accroître le nombre de passagers. Après le décès de l'évêque du diocèse de Kribi, Monseigneur Boffa Teba, l'évêque du diocèse d'Edéa, Jean Bosco Ntep, vient d'être désigné administrateur provisoire du diocèse de Kribi. Monseigneur Jean Bosco Ntep s'exprime à ce sujet au micro de David Payne. C'est une nouvelle charge qui m'a été confiée par le Saint-Siège. Et vous vous en doutez qu'il y a un supplément de responsabilités et de charges. C'est avec beaucoup de crainte que je l'ai accueilli. J'avais un diocèse, maintenant j'en ai deux. C'est vrai que ce n'est pas pour tout le temps de mon épiscopat, mais je ne sais pas combien de mois ça va durer. Donc il y a la crainte de ne pas satisfaire les deux diocèses. Et on se pose même la question comment il faut faire si vous avez la fête de l'Assomption qui arrive, où faut-il aller? Rester aller à Kribi, ce n'est pas évident. D'un autre côté, on est flatté parce qu'on vous a fait confiance. Le Seigneur appelle par ses serviteurs. Il a jugé que je pourrais peut-être donner ce coup de main. Bon, je le prends comme un service à rendre à l'Église et à mon Église. Mondial 2014, les Lions disent au revoir au public camerounais, ce à travers un match amical livré aujourd'hui au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Face à la Moldavie, le score 1-0. Reportage de Ebel Olinga. 1-0 et une domination largement au-dessus de la moyenne. C'est le moins qu'on puisse retenir de cette rencontre gagnée d'avance sur l'adversaire du jour par les Lions indomptables du Cameroun. Le but concédé par la Moldavie à la 30e minute de jeu des multiples actions offensives camerounaises. Le duo Achille Webo et Benjamin Mukanjo aura de nombreuses occasions de but face à la sélection de Moldavie. Privé de Samuel Eto'o-Fils et de Jean de Makoun, l'équipe de Volker Finke a déroulé un jeu constant avec un pressing sur les Moldaves, mais le chemin de but va permanemment fuir les jambes des coéquipiers de Nicolas Nkoulou. Il faut jouer à 0. C'est un match pour... il faut vraiment gagner, mais il ne faut pas faire le grand gala. Il faut vraiment jouer comme une équipe qui domine l'adversaire. Et moi, je crois 80% du match, on a dominé. C'est pourquoi je suis content. À la reprise, l'entraîneur allemand fait entrer 5 nouveaux poumons. L'attaque se fait une jeunesse avec Fabrice Olinga et Vincent Aboubakar. Les occasions se multiplient grâce aux relances de Benoît Assoué-Koto et l'agressivité technique de Benjamin Mukanjo. Et comme à la première période, les Lions mèneront des offensives stériles jusqu'à la fin du temps de jeu. 1-0 contre la Moldavie, une victoire qui ne rassure tout de même pas, selon une certaine opinion.
Eh bien, en guise de remerciement et d'encouragement, le Premier ministre camerounais a remis au staff administratif des Lions Indomptables le drapeau camerounais en signe de symbole que notre reporter David Sandio tente d'expliquer. On va continuer ce journal avec une actualité majeure. Partie du Cameroun, mercredi dernier, eh bien, les Lions Indomptables de la télévision, c'est-à-dire la chaîne Canal 2 International, ont déposé leurs valises au Brésil. L'équipe conduite par Eric Joseph Fotso est donc arrivée à Victoria, non loin du camp qui va abriter justement, héberger les Lions Indomptables du Cameroun. Reportage signé Boubangom. 24 heures après leur départ du Cameroun, l'équipe de votre chaîne de télévision leader Canal 2 International est arrivée au Brésil. Après le transit de Lomé au Togo, c'est le débarquement à l'aéroport international de Sao Paulo au Brésil qui servira de porte d'entrée à l'équipe choisie pour la couverture médiatique de la Coupe du Monde Brésil 2014. Tout feu, tout flamme, même les 10 heures environ de vol au départ de Douala ne semblent pas avoir affecté le directeur général et son équipe, qui doivent observer un temps d'arrêt avant de rallier Victoria, le camp des bases des Lions Indomptables. Le camp des bases des Lions, situé à 1h30 de vol de Sao Paulo. Canal 2 International plus proche de vous, fidèle à sa logique, ne s'est pas éloigné des Lions Indomptables. Et c'est ici, à une dizaine de minutes de l'hôtel Sheraton, que votre équipe a installé son dispositif pour mieux vous faire vivre en direct la Coupe du Monde Brésil 2014. L'arrivée des patrons. Une fois arrivé sur place, eh bien, l'équipe de Canal 2 International s'est immédiatement mise au travail. Ils ont visité nos reporters à l'hôtel qui va donc héberger les Lions Indomptables du Cameroun. Boubangomna une fois de plus. C'est dans ce somptueux hôtel construit en 2007 et rebaptisé Sheraton Hotel en 2010 que les Lions Indomptables seront logés. Un dispositif sécuritaire 24 heures sur 24 est renforcé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ici, au niveau de la réception, le personnel est accueillant. Les logos de l'hôtel sont d'ores et déjà aux couleurs du Cameroun. On n'attend plus que les poulains de Finke. Nous avons augmenté le numéro de sécurité. Nous avons contraté plus de personnes qui parlent anglais, des personnes qui parlent français aussi, pour nous aider. Pour aider la sélection de Cameroun. À l'étage, les chambres à 2 lits sont soigneusement dressées, une salle de fitness et autres commodités pour accueillir les coéquipiers de Samuel Eto'o. Des menus spéciaux pour la sélection de Cameroun, des menus équilibrés pour améliorer la condition physique des joueurs. Nous avons aussi des salles spéciales pour la sélection, des salles exclusives pour les joueurs, pour regarder des vidéos, des films, pour jouer, pour les loisirs. Si le Sheraton Hotel n'est pas interdit au public durant le séjour des Lions, l'accès à leur étage reste codé. Question de filtrer les entrées réservées au staff et à l'équipe exclusivement. Mais en attendant, l'équipe de Canal 2 International a eu l'honneur de visiter les lieux et s'est rendu compte qu'à partir des chambres des joueurs, on a une belle vue sur l'océan Atlantique. Bref, un décor féerique de la ville de Victoria où les Lions seront basés pour les matchs du premier tour. Il fallait regarder Canal 2 pour admirer cet excellent panorama. Eh bien, à l'étranger, dans le même traité de chapitre, toujours avec la Coupe du Monde du Brésil, à 5 jours du début de la Coupe du Monde brésilienne, eh bien, les grincements de dents n'en finissent plus. Et les manifestants ont choisi aujourd'hui de s'exprimer à travers des graffitis qu'ils inscrivent sur les bâtisses tout au long des routes. Regardez le reportage que nous propose notre correspondant sur place. Les graffitis pour manifester contre la Coupe du Monde de football. Au Brésil, le ballon rond ne fait plus rêver et les artistes ont décidé de traduire sur les murs le malaise qui s'est emparé des Brésiliens. Le mondial est ici vu comme un acte de violence contre la population. Comme la poésie, ces peintures sont destinées à créer un impact sur la population, à communiquer l'essentiel de ce qui se passe
à savoir que des dizaines de milliards sont dépensés, alors que les écoles, les hôpitaux sont à l'abandon. Roma considère le graffiti comme une forme de lutte sociale et politique, prolongement des manifestations qui éclatent tous les jours et sont souvent réprimées violemment. Comme beaucoup de Brésiliens, il ne croit pas aux retombées économiques du mondial promises par le gouvernement. Il le crie et l'écrit bruyamment. Mon moyen de communication est bon marché, c'est la rue. C'est le seul endroit qui appartient vraiment au peuple, qui est démocratique. Et pendant cette Coupe du Monde, la rue va être confisquée au peuple. Roma n'est pas le seul à manifester sa colère. D'autres artistes dénoncent la pacification militaire des favelas, l'expulsion de 200 000 pauvres pour faire place à de grands ouvrages et la mort par accident de 8 ouvriers pendant la construction des stades. Une grogne qui continuera peut-être après le coup d'envoi du mondial. Tout dépend de la performance de l'équipe brésilienne. Vous venez donc juste de suivre un reportage de nos confrères de AITV. Eh bien, notre équipe sur place au Brésil vous montre justement à quelques jours du commencement de la Coupe du Monde brésilienne, le stade où les Lions d'Antave du Cameroun vont s'entraîner. Regardez. C'est le complexe Sportivo Kleber qui servira de cadre d'entraînement aux Lions Indomptables à Victoria. Construit en 2004 par la commune de cette localité, ce stade d'environ 21 000 places, situé à une dizaine de kilomètres de l'hôtel Sheraton, site d'hébergement de l'équipe nationale, permettra aux Lions Indomptables du Cameroun de profiner leur préparation pour les matchs du premier tour contre la Croatie, le Mexique et le Brésil. Une pelouse bien tondue, des vestiaires hyper modernes avec des jacuzzis, salles d'échauffement et d'eau, des places assises confortables pour des joueurs et spectateurs, avec une salle de presse pour des hommes des médias accrédités pour cette Coupe du Monde Brésil 2014. D'après le responsable de cette structure, les travaux sont achevés, le terrain est prêt à accueillir les poulains de Volk-Finke pour une meilleure préparation. C'est dans ce complexe Sportivo Kleber Andrada que les Lions Indomptables vont devoir se mettre pour préparer les rencontres comptant pour la première phase de cette Coupe du Monde Brésil 2014. Un complexe d'environ 15 000 places qui permettra à l'équipe nationale du Cameroun de s'apprêter pour la première phase. Tchanchou Patient, Dominique Biina, Boubangomna, envoyés spéciaux en direct du Brésil pour Canal 2 International.